Nous sommes au printemps 1812 et Napoléon, refusant d'écouter ses conseillers les plus proches, a décidé d'envahir la Russie avec une armée gigantesque, plus de 600 000 hommes, rassemblant à côté des Français des soldats de toute l'Europe, Italie, Pologne, Allemagne. Si je réussis en Russie, je suis maître du monde. Napoléon. Il est convaincu qu'il écrasera les Russes en une vingtaine de jours au plus. Seulement, les choses ne vont pas se passer selon le plan prévu. L'armée de Napoléon s'enfonce en territoire russe sans trouver personne en face d'elle à combattre. L'armée de Napoléon était 2 fois plus nombreuse que les troupes russes. Il y en avait tant que les Russes n'osaient pas les affronter. Ils ont organisé leur retraite parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais en se retirant, ils affaiblissaient en fait l'armée napoléonienne. La chaleur et la sécheresse duraient depuis plus de 3 semaines. L'infanterie en avait jusqu'au mollet de cette poussière molle, étouffante, qui ne se refroidissait pas même la nuit. On se battait pour avoir de l'eau et on allait jusqu'à boire de la boue. Tolstoï, Guerre et paix. En 2 mois, alors qu'il n'y a pas eu le moindre coup de feu échangé, l'armée napoléonienne a perdu 150 000 hommes, 25% de l'effectif initial. Beaucoup de soldats étrangers décidèrent simplement de partir. Ils n'étaient pas français et n'avaient aucune loyauté particulière à l'égard de Napoléon. À la fin de l'été, les Français arrivent en vue de Moscou. Les Russes décident enfin de faire face à Borodino, un petit village sur la Moskova. Seigneur Tout-Puissant, soutiens de ta force notre très pieux et autocrate empereur Alexandre. Accorde-lui la victoire sur l'ennemi. Tolstoï, Guerre et paix. Tous étaient prêts à mourir pour la Russie. C'est une journée sainte que celle où on meurt pour une grande cause. La tradition voulait qu'avant de mourir, on mette des sous-vêtements blancs. Et tous, avant d'aller au combat, revêtirent des sous-vêtements blancs. La bataille de Borodino fut une mêlée sanglante. Napoléon jeta son armée contre les Russes en un assaut frontal, sans s'embarrasser des subtilités stratégiques d'hier. Ce fut un affrontement sauvage, dirigé par une seule idée, s'entretuer. Et il y eut une multitude de morts. Une horreur. La bataille commença à 6h30 du matin et se poursuivit jusqu'à 3h de l'après-midi, jusqu'à complet épuisement des 2 côtés. Les Russes ne cédèrent pas. Ils se battirent jusqu'au bout, jusqu'à ce que les Français arrêtent le combat. Mais, comme ils abandonnèrent le terrain le lendemain, Napoléon réclama la victoire. Alexandre refusa de répondre à ces propositions de paix. Je ne ferai la paix que lorsqu'il ne restera plus un seul ennemi en armes sur la terre russe. Alexandre. C'est dans une cité presque vide que les troupes de Napoléon vont entrer. Et le même soir, Moscou commence à brûler. Toutes les fictions de l'incendie de Troie jamais n'égalèrent la réalité de celui de Moscou. C'était littéralement un océan de feu. J'ai défait des armées, mais je n'ai pas vaincu les flammes. Le destin a été plus fort que moi. Mémorial de Sainte-Hélène. Ce sont les Russes eux-mêmes qui ont incendié Moscou. Et cet incendie était le pire coup porté à l'armée de Napoléon. Il ne pouvait plus rester là. Le 19 octobre, par une douce matinée d'automne, il quitte Moscou à la tête de ses troupes. Trois semaines plus tard, la neige commence à tomber. L'hiver russe est en avance. La température descend rapidement à -25. Comment se défendre contre le froid qui vous gèle jusqu'aux os?
Nous ne pouvions décoller nos lèvres l'une de l'autre. L'intérieur de nos mains était gelé. Nous avions le sentiment d'être des survivants dans un monde glacé. Un soldat de la Grande Armée. La nourriture commence à manquer. Heureusement, il y a les carcasses des chevaux morts de faim que les hommes se disputent. En plus du froid, de la faim, de l'épuisement, il y a les Cosaques. Ils sont partout, talonnant les flancs de l'armée comme des milliers de guêpes harcelant un animal blessé. Napoléon est le témoin impuissant de cet interminable drame où périt son armée. Il transporte autour du cou un sachet contenant du poison. Ne voulant pas courir le risque de rester vivant entre les mains des ennemis, il s'était fait donner ce paquet, dont la dose, l'avait-on assuré, était plus que suffisante pour tuer 2 hommes. Mémoire de Caulaincourt. Et soudain, il apprend qu'une tentative de coup d'État a eu lieu à Paris le 5 décembre 1812 pour le renverser. Il abandonne ses troupes et retourne en France à la hâte. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, confiera-t-il à Caulaincourt. Il avait perdu 500 000 hommes. Sur les 600 000 hommes qui sont partis là-bas, il n'en est revenu que 83 000. Comme l'a dit Talleyrand, ce fut le début de la fin. L'Angleterre, la Prusse, la Russie et la Suède se sont rassemblés pour la curer. Napoléon va se battre contre les armées coalisées au cours d'une nouvelle campagne en plein cœur de l'Europe. Il faisait face ici, puis là, puis ailleurs encore, sans espoir de l'emporter, mais se battant quand même. À l'automne 1813, Napoléon livre à Leipzig une terrible bataille qui durera 3 jours. Face à un adversaire 2 fois plus nombreux, il s'affirme à nouveau comme un remarquable stratège. Mais tout ce qu'on retiendra, c'est sa défaite. Désormais seul, Napoléon n'est plus protégé par sa réputation d'invincibilité. L'année passée, l'ensemble de l'Europe marchait à nos côtés. Aujourd'hui, l'ensemble de l'Europe marche contre nous. En 2 mois, il a perdu 400 000 hommes et n'en continue pas moins à se battre. Au début de 1814, les Alliés franchissent la frontière française. Napoléon retrouve à la tête de ses troupes tout son brio passé, mais ce n'est qu'un combat d'arrière-garde. Que peuvent ces 85 000 hommes contre 350 000 soldats alliés? Le 31 mars, les Alliés défilent sur les Champs-Élysées. La défaite est totale. Et le 12 avril, Napoléon rédige son acte de renonciation au trône. L'empereur m'appela. Il se dépitait, se plaignait du lent effet de la préparation qu'il avait prise. Il appelait la mort, avec plus de ferveur qu'on n'en a jamais mis à demander la conservation de la vie. Avant de partir pour l'exil, il descend le grand escalier de Fontainebleau. Il veut dire adieu à sa garde. Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je suis content de vous. Je vous ai toujours trouvé sur le chemin de la gloire. Je ne puis vous embrasser tous, mais j'embrasserai votre général. Venez, général. Qu'on m'apporte l'aigle. Cher aigle, que ces baisers retentissent dans le cœur de tous les braves. Adieu, mes enfants. Mes vœux vous accompagneront toujours. Conservez mon souvenir.
C'est sur un navire anglais que Napoléon s'embarque pour gagner la petite île de Méditerranée, où les puissances alliées ont décidé de la signer à résidence. Qu'ont pu être ses pensées en passant au large de son ancienne patrie corse, d'être monté si haut pour tomber aussi bas? En guise de palais impérial, on lui a aménagé une agréable villa au sommet d'une falaise haute d'une 30aine de mètres. On compte bien qu'il acceptera de régner sur ce royaume d'opérette jusqu'à la fin de ses jours. Car on ne l'a pas totalement destitué, on lui a laissé le titre d'empereur en l'accompagnant de celui de souverain de l'île d'Elbe.